Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu. Salut Julien. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Je fais une intro différente des autres. D'habitude, je fais bonjour à tous, nanani, voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, etc. Donc c'est pas que ça me fait pas plaisir de te recevoir, évidemment, ça me fait plaisir. Mais j'avais envie de démarrer direct, salut, tu vois, voilà. Démarrons direct, c'est quoi la première question ? Mais bonjour à tous quand même, à toutes qui nous écoutaient. Mathieu Louvet, on a déjà échangé ensemble. On avait fait l'honneur d'assister à notre séminaire en mars, je pense, mars 2023, un truc comme ça devait être. Donc t'étais venu à un séminaire spécifique IMO. L'IMO, c'est pas ton domaine. Alors on pourrait dire que ça l'est indirectement avec de la SCPI par exemple, ça c'est un peu plus de la pierre papier qu'on appelle, mais ton domaine c'est plutôt les marchés financiers et je voulais qu'on fasse un épisode ensemble pour parler des marchés financiers au sens large et peut-être rentrer dans le détail de 2-3 trucs importants qui te semblent importants à toi. Pour la petite intro, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle S'investir. Exact. On va dire S' investir, mais tout attaché. S'investir, donc comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui traite d'investissement, particulièrement, donc on a dit dans les marchés financiers et les produits annexes à ça. Donc c'est une chaîne qui fonctionne pas mal, qui finalement participe à l'éducation financière un peu des Français dans ce monde-là. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené justement à ces marchés financiers, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir démocratiser aussi tout ça sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, si on peut appeler ça un réseau social, j'en sais rien, mais en tout cas un vecteur de communication. Puis nous dire qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui et après on va rentrer peut-être dans le vif du sujet qui est que sont les marchés financiers, quels sont les types de produits, quels sont les véhicules d'investissement et qu'est-ce qu'on peut y faire et surtout est-ce qu'on peut y mettre notre argent et le faire fructifier intelligemment. C'est surtout ça aussi le but du podcast. Voilà, à toi maintenant. Eh bien, beau programme. Alors du coup, brièvement, moi je suis Mathieu Louvet, je suis dans le sud, à Toulouse. Et donc à la base, j'étais ingénieur en intelligence artificielle. Je fais mes études sur Toulouse aussi. Et à la base, c'est surtout mes parents qui m'ont donné un peu la fibre de l'investissement, qui sont dans l'immobilier, justement. Donc ils ont 4 biens immobiliers. Et voilà, ils m'ont toujours, tu vois, sensibilisé au sujet. Moi j'ai eu un compte titre quand j'étais très jeune, une assurance vie. Et côté marché financier, on ne faisait pas les choses très correctement. Globalement, c'était le banquier, les fonds du banquier. Et on s'arrêtait là. Mon père, un peu, il a boursicoté, mais bon, il n'a pas gagné des cents et des mille. Il a plus fait des erreurs qu'autre chose. Donc, l'immobilier, je me suis dit, c'est bon, on maîtrise un peu. Bon, maintenant que j'ai les connaissances et que j'ai assisté à tes séminaires, je sais qu'il y a des erreurs aussi quand même. Notamment, la location nue, pas forcément hyper optimisée. Mais bref. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est, avec mon côté plus ingénieur aussi, c'était les chiffres et c'était les marchés financiers, la bourse. Et donc, je suis un peu tombé dedans et puis ça m'a vraiment passionné. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai sorti une première vidéo. Ça a fait 100 vues, je crois, au bout de 2 mois. Et je me suis dit, c'est génial. Et j'ai continué. C'était pas du tout prémédité que je change complètement de job. Et donc, j'ai arrêté ingénieur pour me consacrer que à ça. Et donc, j'ai la chaîne YouTube, effectivement. Aussi, on a le site internet s'investir.fr. On fait des articles. Et donc, ça, c'est toute la partie un peu contenu gratuit. Et puis après, on a aussi des formations. On a une formation en bourse et en gestion patrimoniale. Et aussi, maintenant, on a un cabinet de conseil en investissement. Et pour l'instant, on est 3 conseillers en investissement dessus. Okay. Et ça se développe super bien. Et en 2024, on a pour objectif de grandir l'équipe. Ça m'intéresse d'ailleurs de faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un métier que je connais pas très bien, le métier du CGP, du conseiller en gestion de patrimoine. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 types, au moins, en tout cas de conseillers en gestion de patrimoine. Il y a celui qui adhère à un réseau, par exemple, et ne vend que les produits du réseau parce qu'il va être commissionné dessus et il peut pas trop aller à l'encontre de ça. Et puis il y a celui qui est dit indépendant, mais il y a 2 sortes d'indépendance, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour vulgariser un peu ce monde qui, des fois, pour les gens qui ont envie d'être accompagnés là-dessus, peut paraître un peu obscur? Ouais, tout à fait. C'est ce que tu as décrit. Donc, il y a les CGP, CIF classiques, on va dire. Ceux qu'on retrouve le plus, c'est ceux qui sont le plus présents. CIF, c'est conseiller en investissement financier. Okay. CGP, c'est conseiller en gestion de patrimoine. Et donc, d'après l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on a en France autour de 75% des CIF CGP
qui sont non indépendants. Ça veut dire qu'ils sont rattachés à un réseau. Donc très souvent, ils travaillent dans une banque ou dans un groupement ou dans des choses comme ça. Ils ont donc, ils sont pas en architecture ouverte. Ça veut dire qu'ils ont un panel de produits à proposer au client. Et c'est plus le client qui doit fitter au produit. Donc c'est vraiment pas du sur-mesure. C'est pas du C'est sur-mesure. assez orienté, c'est ce qu'on peut dire. C'est assez orienté parce qu'effectivement, ils sont rétro-commissionnés. Donc, c'est les CIF CGP qui vont arriver vers vous et vous dire c'est gratuit, vous inquiétez pas. Ils ne disent pas comme ça, en tout cas, je l'espère. Mais on a l'impression que c'est gratuit parce que, en fait, ils se rémunèrent uniquement avec les frais des produits qu'il va vendre. Et donc, forcément, il y a un désalignement des intérêts. Le CGP, il va être intéressé par les frais qu'il va vous facturer indirectement, alors que l'épargnant, l'investisseur, lui, il veut minimiser ses frais. Et donc, c'est là qu'on voit beaucoup de CIF CGP qui vont proposer, en immobilier, ça peut être du Pinel par exemple, donc du neuf qui est souvent surévalué. Enfin, ça ne correspond pas à tout le monde. Enfin, vu combien ils vendent de Pinel, peut-être qu'il doit y avoir des Pinel qui peuvent être avantageux, mais dans la majorité des cas, il y a mieux à faire ailleurs. Et là, c'est le promoteur qui rémunère finalement le CGP. Voilà, donc c'est l'investisseur qui va payer le promoteur, et le promoteur, il va redonner une partie au CGP. C'est quoi en moyenne d'ailleurs sur un Pinel la rétrocommission d'un CGP qui est orienté du coup? Je ne saurais pas te dire parce que du coup, j'en fais pas, mais je pense que c'est de l'ordre de 7 à 10% du montant. C'est conséquent quand même. C'est pour ça qu'au final, le neuf coûte toujours 20% plus cher à peu près aussi que le prix du marché. Et c'est pas que le prix de la construction, parce qu'au final, construction plus rénovation coûte souvent moins cher que de l'ancien bien placé avec de la rénovation de l'ancien derrière. Mais c'est aussi parce qu'effectivement, il y a pas mal d'intermédiaires, dont les CGP. Exactement. Ou les banquiers. Ouais, c'est ça. Donc là, on a parlé du Pinel, mais c'est pareil en bourse, où du coup, on va conseiller des fonds qui ne sont pas forcément les plus avantageux pour le client, mais où il y a une belle rétrocommission pour le CIF CGP. Ça va être pareil aussi sur les SCPI, donc l'immobilier passif va être rétrocommissionné. Là, c'est autour de 5 à 6% du montant investi. La bourse, c'est récurrent. C'est récurrent. L'assurance vie aussi, souvent, il va proposer de l'assurance vie, le CIF CGP non indépendant. Ça peut être très bien l'assurance vie, mais ce qu'ils font généralement, c'est que de l'assurance vie. C'est-à-dire que si toi, le PEA c'est avantageux, on ne va pas forcément te le dire. Ok. Voilà, parce que l'assurance vie aussi, c'est du récurrent pour le CIF CGP. Récurrent dans le sens où il se rémunère sur l'encours qui est posé dessus, donc le montant global qui est épargné, c'est ça sur le produit. Voilà, et récurrent dans le sens où c'est tous les ans. Ouais, ok. Tous les ans, il va recevoir une rétrocommission. Donc tu as 100 000 cette année, ton CGP, il va toucher un pourcentage de ces 100 000 qui sont placés, qui va être rétrocommissionné par celui qui finalement propose le produit, quoi. Exactement. Donc, ok. En moyenne, l'assureur de l'assurance vie, on dit qu'il facture autour de 0,5. Donc, si vous avez une assurance vie à 0,8, 0,9, c'est que le CIF CGP, il se prend 0,3, 0,4% sur vous par an. Donc ça, c'est les CIF CGP non indépendants. Ça représente 75% des CIF CGP en France. Il y a 4000 CIF CGP en France. Il y a 4000 CIF, pardon, en France. C'est quoi la différence finalement? Parce que le CIF, conseiller en investissement financier, ok. CGP, conseiller en gestion de patrimoine, ça fait qu'il fait autre chose? Il fait plus de choses qu'un CIF? Oui, ouais. Le CIF, c'est l'habilitation vraiment pour conseiller sur du financier. Ok. Le CGP, c'est une catégorie plus grande. Et pour être CGP, normalement, il faut être CIF, mais aussi IAS, intermédiaire en assurance, IOBSP, voilà, il faut avoir aussi d'autres habilitations. Voilà, et donc 75%, c'est des dons indépendants. Ensuite, on a autour de 13% d'hybrides. Donc là, ils vont être rémunérés via des rétrocommissions, mais aussi ils peuvent facturer de l'honoraire. D'accord. Voilà, donc c'est hybride. Mais du coup, leur rétrocommission, pareil, ils ont un catalogue et ils peuvent pas en sortir, ou ils peuvent sortir quand même des trucs? Non, donc là, ils peuvent en sortir. Alors, en fait, dans tout ce que j'ai dit, il y a deux choses. Il y a donc, en fait, le non indépendant au sens, là, jusqu'à présent, on a dit le non indépendant au sens, il est rétrocommissionné. Normalement, c'est au sens réglementaire européen, au sens MIF 2. Ça, c'est non indépendant. Et ensuite, il y a certains CIF CGP qui vont dire indépendant, mais au sens de, j'ai créé ma boîte et je suis indépendant, je n'appartiens pas à une banque. Mais en soi, si derrière, tu n'as que des partenaires, tu as un nombre de partenaires limité et que tu as choisi en fonction de la rétrocommission, ton conseil n'est pas indépendant. Donc il y a deux choses. Et nous, on a des stats, l'AMF donne des stats juste sur le moyen de rémunération. Ok. Donc 75% se rémunèrent via les rétrocoms. Mais pas ton statut. Voilà, mais pas ton statut. Est-ce que tu es affilié, est-ce que tu es indépendant ou pas, est-ce que tu es dans une banque? Ça, je n'ai pas les stats. Ensuite, tu as 13% qui sont hybrides, donc ils touchent des rétrocoms et ils touchent des honoraires. Ok. Et donc 5%, ils sont full indépendants, ils se rémunèrent uniquement via honoraires. Ok. Et ça, c'est le futur, entre guillemets, normalement, parce que la directive européenne va dans ce sens. C'est ce qu'on voit déjà au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc. Il n'y a pas trop d'autres exemples. C'est surtout aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, c'est comme ça. Et l'Europe, l'Union européenne, va aller dans ce sens. Et
d'ici 3, 4, 5 ans, c'est la directive en tout cas, ça va dans ce sens, c'est interdire aux CIF de toucher des rétrocommissions et travailler uniquement par honoraire. Forcément, ça menace pas mal de CIF CGP en France. Mais c'est beaucoup plus objectif comme conseil. Et ça, c'est ce que vous faites, du coup, chez S'Investir. Ouais, c'est ça. Donc, vous facturez des honoraires à vos clients. Exactement. Et comme ça vous permet d'être hyper libéré sur le conseil que vous donnez, parce qu'au final, qu'ils prennent le produit ou qu'ils prennent pas le produit, vous avez déjà tout ou partie de la rémunération, parce qu'après, peut-être qu'effectivement, ça n'empêche pas peut-être aussi d'avoir des partenariats derrière, j'imagine. Mais en tout cas, vous avez déjà un critère hyper objectif sur le conseil en amont. Ça, c'est important de le dire. Ce qu'on a tendance souvent à dire, c'est que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, effectivement, quand tu payes pas pour du conseil, que tu n'es pas prêt à payer, dis-toi que le mec, il n'est pas philanthrope et il bosse pas pour toi tout seul. Donc, en fait, derrière, c'est toi qui finis par le payer quelque part. Même si, effectivement, et je trouve que le français est un peu naïf là-dedans, en fait, ce n'est que de la forme et du maquillage, quoi. Mais finalement, tu le payes et parfois plus cher. Parce que payer 10% d'un Pinel à 300 000 euros, ça fait quand même 30 000 euros. Avant de payer 30 000 euros d'un honoraire à un conseiller, quel qu'il soit, d'ailleurs, même un avocat, avant de lui payer 30 000 euros d'honoraire, il faut s'accrocher. Tu vois. Pourtant, l'avocat est quand même réputé pour avoir, ou un fiscaliste, est quand même réputé pour avoir un taux horaire assez haut. Ouais, exactement. Donc, vous êtes hyper objectif là-dessus. Ça, c'est important. Cette réglementation, tu vois, je ne savais pas qu'effectivement elle évoluait et que ça tendait à aller là-dessus, mais moi qui ai vécu un peu en Amérique du Nord, tu vois, je trouve que le français aujourd'hui, il n'est pas habitué à payer pour du conseil dans tous les domaines, pas que dans le conseil financier, mais dans tous les domaines, que ce soit marketing, communication, pour son image ou autre, peu importe. Et que le nord-américain, lui, ou l'anglo-saxon, est quand même plus à l'aise à dire, ok, j'ai un besoin, je veux une expertise, je paye pour avoir une partie de cette expertise qui me concerne et faire du sur-mesure. Ici, si j'ai bien compris, dans les marchés financiers, en tout cas dans le conseil en investissement financier, ça commence à venir. Mais c'est quand même, quand tu me dis 5%, j'ai l'impression que le chemin est quand même maxi long. Surtout qu'il doit y avoir pas mal de lobbying, de gros groupes. J'en ai pas en tête parce que c'est un métier que je connais pas très bien, mais il doit y avoir des gros groupes dans les cabinets de gestion de patrimoine qui doivent quand même freiner un peu des deux pieds, quoi. Évidemment, c'est exactement ce qu'on voit. Je suis allé récemment là, au salon CIF CGP, donc c'était Patrimonia, c'est le plus grand salon de CIF CGP en France. Et c'était vraiment la préoccupation de beaucoup. Ils se disaient, mais comment on va travailler, quoi. Ils savent pas faire autrement aujourd'hui, ces gens-là. En même temps, vu la conjoncture, vu le Pinel qui va être qui va être arrêté là, je crois, fin 2024, et qui était quand même une grosse manne aussi de business pour ces gens-là, hein, qui finalement se reposaient non pas sur faire fructifier un patrimoine, mais sur défiscaliser, parce qu'en fait, c'est ce qui fait bander les Français, c'est de payer moins d'impôts. Hein, enfin, à la base, hein, je suis désolé pour le terme, mais c'est un peu ça. Du coup, eux, finalement, c'est une aubaine aussi, parce qu'ils vont être obligés de se renouveler s'ils perdent ce Pinel, quoi qu'il en soit. Oui, mais il y a plus que le Pinel. Comme je te disais, il y a l'assurance vie, tu peux facturer des frais dedans, il n'y a pas de souci. Les CPI, il peut y avoir des belles rétrocommissions aussi. Oui, c'est vrai qu'au final, parce que tout ce dont tu parles, ça nécessite du cash, le Pinel pas forcément. Donc en plus, effectivement, pour des clientèles qui ont du cash à placer, le Pinel c'est pas forcément intéressant, puisque souvent il y a un levier bancaire quand même derrière, ça reste de l'IMO. Donc en fait, leur clientèle un peu plus fortunée, on va dire, en tout cas qui a envie de placer des liquidités, oui, eux ils sont toujours concernés, même si le Pinel disparaît par les services. Ok, bon, intéressant. Je suis content du coup d'échanger avec toi, d'autant plus si tu es indépendant, parce que encore une fois, ça rend le conseil beaucoup plus objectif et c'est super. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne aussi en immobilier. Donc ça, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui sur les marchés financiers déjà au niveau global? Comment ça marche, marché financier? Parce qu'on dit bourse, on dit marché financier, on dit, donc là on parle de manière macro un peu, hein. Comment ça marche une bourse, qui on voit là-dessus. On avait fait un épisode avec Étienne dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, Étienne Monceau dont on parlait ensemble parce que c'est une connaissance commune. C'était le tout premier épisode du podcast, il y a ça un petit moment, donc on avait déjà repris les bases, mais je pense que c'est important de reprendre un peu les bases rapidement et après tu nous donneras quand même ta vision, tes tips, un conseil un peu gratuit au final. Mais bon, ça t'empêchera pas quand même de garder tes clients, je pense. Donc, parce que vous allez beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le marché? Donc, je reprends de manière assez débutante. Comment ça marche un marché financier? Comment ça marche? Qui c'est qu'il y a dedans? Pourquoi moi j'irais investir en bourse en fait? Quel est mon intérêt? Quel est l'intérêt d'une entreprise d'aller en bourse? Ok. Donc déjà une entreprise, très souvent c'est donc divisé en actions, tu vois. Et une entreprise pour se financer, globalement elle a deux options. Soit elle lève de la dette via des obligations, via du crédit, soit elle lève des fonds. Et donc là, c'est de levée de fonds et c'est des gens qui vont apporter de l'argent pour acheter des actions. Et les gens qui vont acheter des actions, c'est les actionnaires. Ça c'est, on va dire, le marché un peu primaire. Donc ensuite, il y a les gens qui ont acheté des actions en bourse. Ils souhaitent un jour ou l'autre les revendre, tu vois, pour se faire une plus-value. Et c'est là où il y a la bourse qui rentre en jeu. Et la bourse, en fait, c'est quoi? C'est le bon coin. C'est acheter des actions à des gens qui ont acheté des actions avant de la boîte ou aux actionnaires initiaux, hein. Ça peut être ça, ou aux fondateurs. Mais en tout cas, ensuite, quand il va y avoir des échanges sur la bourse au jour le jour,
C'est simplement le bon coin, c'est on achète à des revendeurs. On n'achète jamais à l'entreprise directement. Donc la bourse, c'est ça, c'est le marché secondaire qu'on appelle, qui est donc différent du marché primaire, où là on achète vraiment à l'entreprise. Alors, j'ai une problématique qui me vient comme ça. Si moi, j'achète des actions que tu détiens d'une entreprise, je t'achète les actions, Ouais. toi, tu n'en as plus, mais je te file le pognon à toi, je le file pas à la boîte. Du coup, comment la boîte fait pour récupérer ces fonds-là? Si elle doit se financer, elle doit lever de l'argent grâce à la vente Donc d'actions. ça, c'est les levées de fonds, où là, elle fait de la création de nouvelles actions, Ok, et c'est là où tu vas payer la boîte finalement. ok, Ok. Mais si effectivement tu fais de l'achat à quelqu'un qui revend des actions et ça passe pas par l'entreprise, là, elle lève pas des fonds. ok. Donc là, soit ça peut être des actions qui sont cotées en bourse, Ouais. c'est-à-dire où on va voir vraiment le prix varier au jour le jour. Soit si tu me l'achètes à moi, qui ai acheté la boulangerie du coin, c'est pas de la bourse parce que bon, c'est pas du marché coté. Mais c'est quand même du marché secondaire. Il n'y a que quand il y a une émission de nouvelles actions qu'il y a de la création monétaire, en fait, pour la grosse. Enfin, monétaire, j'entends. En tout cas, qu'il y a de l'argent qui revient pour la société. Parce que quand on échange comme ça sur les marchés financiers, et que moi j'achète une action au marché, je l'achète à quelqu'un qui l'a détenue. Mais donc, du coup, ça ne crée pas de la valeur pour la boîte. Voilà, ça crée pas de la valeur. Ok. Un petit peu comme tu achètes un iPhone de seconde main sur le bon coin, quoi. Ça enrichit pas Apple. Voilà, donc déjà, c'est déjà complexe de se dire, quand j'achète des actions Apple, je finance pas Apple. Juste pour l'instant, j'achète à un revendeur d'Apple qui avait des actions Apple. Ok, donc ça, c'est la bourse. Donc ça a plein d'implications, ce truc-là. C'est-à-dire que notamment ceux qui veulent investir de manière responsable, est-ce que vraiment il y a un impact quand on investit en bourse? Ça crée plein de questionnements comme ça. Ok. Est-ce que j'ai pas plus d'impact quand je vais sur du coup le marché primaire et que je finance réellement la boîte, ou quand je vais sur le marché obligataire avec des obligations où là je prête vraiment de l'argent à la boîte, etc. Donc ça, c'est la bourse, c'est un marché secondaire et on achète à des revendeurs d'actions et on n'achète pas directement à l'entreprise. Ensuite, du coup, pourquoi ça peut être intéressant la bourse? La bourse, ça peut être intéressant parce que historiquement, ça a amené des performances très intéressantes, voire c'est une classe d'actifs qui a le plus rapporté historiquement. Et on a des données sur un peu plus de 200 ans qui montrent que la bourse, en tout cas les actions américaines, sur 200 ans, ont rapporté 6,6% par an net d'inflation. Et sur les 20 dernières années, par exemple, ou une période plus courte que tu as en tête? Période plus courte, depuis que le S&P 500 existe, par exemple. Donc, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines cotées en bourse. Il a rapporté 10% par an brut d'inflation. Là, il faudrait retrancher l'inflation. C'est quand ça? C'est dans les années 50, donc il y a à peu près 70 ans, quoi. Ok. Voilà, donc 70 ans donnés. Si tu veux, je sais pas, sur les 10 dernières années, le S&P 500, il a dû rapporter autour de 13-14%. C'était des très belles années. Ouais, avec une grosse prime au Covid, au post-Covid qui a quand même bien explosé. Est-ce que ça peut être une anomalie de marché pour toi, le post-Covid? Tu veux dire la création monétaire de la part des En banques fait, centrales? le fait que les marchés se sont extrêmement valorisés à la suite de la crise, appelons-la comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, même si en vrai, c'est pas vraiment une crise, la crise du Covid, tu vois, où tous les marchés actions n'ont jamais été aussi hauts. Enfin, on n'était même pas sortis, je veux dire, on chopait encore tous le Covid, que déjà les marchés avaient bien repris. Est-ce que pour toi, ça, c'est une anomalie de marché, justement, ou est-ce que ça a tendance à se consolider? Est-ce que tu penses que ça va rebaisser? Moi, j'ai l'impression qu'on était quand même très très haut, qu'on est monté très très haut sans vraiment de raison, parce que finalement, tu as des indices globaux qui sont montés très haut, alors que tu as des entreprises à l'intérieur qui n'ont vraiment pas bénéficié de cette reprise en plus. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, il y a une très grosse partie du temps où les marchés, de toute façon, ils sont à leur plus haut. Et jusqu'à présent, on peut dire de toute façon que la bourse a toujours battu son plus haut. Là, actuellement, on est sur des plus hauts aussi, sur les indices. Ensuite, nous, chez S'investir, on est sur une stratégie où on va être assez humble quand on investit sur les marchés financiers et on va se dire on n'est pas plus intelligent qu'un autre. Et en fait, c'est extrêmement dur de battre le marché, c'est-à-dire de l'anticiper et de faire mieux que simplement acheter sur le long terme et tenir sur le long terme sans essayer d'anticiper et de se dire est-ce que ça va baisser, ok ça va baisser alors je vends maintenant et du coup j'achète plus tard, etc. Ceux qui font ça, donc acheter, essayer de prédire, etc., ça s'appelle du market timing, donc c'est de timer le marché et c'est extrêmement dur sur le long terme d'en tirer vraiment profit. Et il y a tout un tas d'études qui nous montrent que ceux qui font ça, en général, ils sont en train de dégrader leur performance. Parce que du coup, la bourse, c'est un marché qui est volatile. Au jour le jour, tu as des prix, tu vois. Il peut y avoir une catastrophe macroéconomique, tu vois, qui concerne pas du tout une société qui va très très bien, mais cette société peut quand même perdre 20-30% parce que les investisseurs se sont dit ah, maintenant ça devient risqué. Tu vois, donc il y a toute une partie de la finance qui est la finance comportementale
et qui étudie ces mécanismes psychologiques et les biais cognitifs qu'on a, qui nous montrent qu'on est de très mauvais investisseurs si on fait confiance à notre cerveau et à notre intuition. Ok. Et donc, nous, la philosophie, c'est plutôt de dire, regardez ce que disent les études, ce que disent les papiers académiques et ce qu'ont montré les statistiques depuis X années. C'est extrêmement dur de timer le marché. Et par contre, ce qui a marché, ce qui a fonctionné, c'est d'acheter un peu de tout sur les marchés financiers, d'être bien diversifié, d'acheter ça de manière assez régulière et de tenir sur le long terme. Et du coup, c'est ce qu'on fait avec donc cette approche qui s'appelle Evidence-Based Investing, donc l'investissement basé sur les preuves et les faits. Alors l'avantage, c'est que en théorie, donc, on est censé avoir des performances supérieures aux autres investisseurs qui time le marché. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'y passe que très peu de temps, puisque du coup, ça ne sert à rien de faire des anticipations et ça ne sert à rien de faire des calculs sur ce qui va se passer. Il suffit d'avoir un... Alors, il suffit, c'est quand même assez complexe, mais il suffit de se créer un portefeuille diversifié, une bonne allocation, et ensuite de plus y toucher et juste de continuer à investir dessus. Quand tu dis long terme, c'est quoi pour toi? La bourse, c'est au moins 10 ans. Ok. Ça ne sert à rien d'investir en bourse sur moins de 10 ans parce que tu peux avoir une volatilité telle que en 10 ans, tu pourrais ne pas gagner de l'argent, tu vois, et donc faire aucun gain. Donc, sur moins de 10 ans, il y a d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup mieux, quoi. Lesquels? Sur moins de 10 ans, Ouais. donc on peut parler, en ce moment, on parle beaucoup d'obligations, par exemple, sur lesquelles tu peux te placer à des maturités de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc l'obligation, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu prêtes de l'argent à une banque, c'est une dette en fait. Enfin, c'est une créance que tu as et une dette qu'a l'entreprise à qui tu prêtes. Voilà, tu joues le rôle de la banque pour prêter à une entreprise ensuite qui doit te rembourser le capital prêté, mais aussi avec des intérêts. Moi, je fais ça sur mes opérations de marchand de biens. J'ai des gens qui me prêtent de l'argent et je les rémunère. Je leur rembourse le capital à l'échéance, plus les intérêts que j'ai calculés. Je le fais au degré à gré, du coup, à titre personnel. Donc là, c'est à plus grande échelle, c'est sur des marchés, c'est plus régulé. Voilà, c'est exactement pareil. Okay. Mais tu n'as aucune garantie quand même Oui. de récupérer ton dû, quoi. Tu n'as aucune garantie. Alors, tu as quand même plus de garantie qu'un actionnaire, par exemple. Oui. Quand une boîte fait faillite, on va d'abord rembourser les créanciers avant de rembourser les actionnaires. Oui, c'est juste. Voilà. Et sur toi, par exemple, sur ta dette que tu crées, c'est de la dette privée. Oui. Il y a quelque chose aussi qui s'appelle le crowdfunding immobilier. Par exemple, ça peut être beaucoup plus court terme que la bourse, où donc tu vas prêter à un marchand de biens et en face, il peut te donner des garanties quand même. Il peut te dire, il y a une fiducie, il y a une garantie de premier rang sur le bien, ou il y a des choses comme ça. Et donc, il peut y avoir des garanties. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi une classe d'actifs plus court terme, plus adaptée pour quelqu'un qui ne veut pas placer sur 10 ans. Ok. Bon, très clair. Une fois qu'on est sur ce marché, donc sur la bourse, on va appeler la bourse, ça parle plus à tout le monde que les marchés financiers. Une fois qu'on est en bourse, donc tu as dit il y avait les actions, les obligations, ok, 2 classes. Déjà, c'est quoi la répartition idéale? Ça dépend du timing, j'imagine, ça dépend des marchés, ça dépend de ton niveau de risque, etc., de tes objectifs voilà, à terme. plus de tes objectifs, de ton profil de risque et de ton horizon de placement. Okay. Surtout ça, ouais. Plus ton horizon de placement est long, plus tu mets d'actions, c'est ça, au départ? Ouais, exactement. Et après, plus c'est court, plus tu arrives à la retraite, plus tu as de l'obligation ou un peu moins d'actions risquées en tout cas, des choses. C'est ça, alors ça dépend quand même du marché parce qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, avoir des obligations en Europe avec des taux qui étaient même négatifs, ça pouvait ne pas être très intéressant du tout. Mais effectivement, s'il y a un marché obligataire qui est rémunérateur, à l'approche de la retraite, ça va être très intéressant de commencer à sécuriser ton patrimoine et de diminuer ta poche action. Au niveau obligation, je me suis toujours posé la question, c'est quoi, pas le mieux, mais en tout cas la différence entre une obligation d'État et une obligation privée d'une entreprise qui est cotée? Donc une obligation d'État, tu vas vraiment prêter à l'État français ton argent. C'est l'État français qui va te rembourser et qui va te payer les intérêts. Alors qu'une obligation privée, une obligation d'entreprise, tu vas prêter ton argent à une boîte. Et est-ce que c'est plus sécure de prêter à l'État ou de prêter à une boîte? Ça dépend quels États et quelles entreprises. Okay. Donc si tu prêtes en Europe, la référence c'est l'Allemagne. Okay. L'Allemagne est censée être le taux sans risque, c'est-à-dire l'obligation la moins risquée en Europe. Et c'est quoi le taux actuel par exemple aujourd'hui? En Allemagne, c'est 2,6% aujourd'hui. Tu prêtes du pognon à l'État allemand? S'il y a des obligations fractionnées, oui. Ouais, les obligations qui sont fractionnées, ok. Donc tu peux. Il y a des ETF sur les obligations? Oui. Ouais, on en parlera après du coup. Donc ça veut dire que je peux mettre, effectivement, c'est fractionné, je peux mettre une petite part. Donc je prête à l'Allemagne, je suis à 2 et quelques pourcents, t'as dit combien de... Là, c'est entre 2,6, 2,7. Ok. Ouais. Le taux allemand, 10 ans, voilà, il est à 2,6. Ok, taux allemand à 10 ans, ça veut dire que moi, je suis pas obligé de prêter sur 10 ans. Alors, tu peux retrouver ton investissement avant, tu peux vendre ton obligation sur les marchés. Maintenant, tu n'es pas sûr de retrouver le prix auquel tu l'as acheté. Parce que les marchés sont volatiles. Par contre, si tu tiens ton obligation sur 10 ans,
Ouais. Là, peu importe ce qui s'est passé entre-temps, si les prix des obligations ont monté ou baissé, peu importe, tu es censé, effectivement, si l'État allemand n'a pas fait faillite, eh bien sur 10 ans, tu vas du coup toucher tes intérêts de 2,6% par an pendant 10 ans. C'est un prêt in fine, donc c'est au bout de 10 ans qu'il te rembourse, que l'État allemand te remboursera le capital initial. D'accord, donc il y a un capital garanti par l'État. Garanti ou pas? À la fin, je suis sûr quand même de récupérer mon capital ou pas? Donc si l'État allemand ne fait pas défaut, Oui, ne fait c'est pas sûr. faillite, c'est sûr, oui. Ok. Et admettons que j'achète un bout d'ETF qui lui-même suit les obligations de l'État allemand. Là, du coup, comment ça marche si moi je le garde que un an, par exemple? Je prends mes 2,6 quand même du coup de coupon, donc d'intérêt ou pas? Alors un ETF en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diversifier sur plusieurs obligations. Ok, Et tu as deux sortes d'ETF. Tu as les ETF qui vont faire un roulement d'obligations. C'est un petit peu complexe, mais en gros, si tu achètes un ETF sur des obligations d'État européens et qui ont une maturité 10 ans, l'ETF, en fait, dès que l'obligation elle a 9 ans, il va la vendre pour racheter une qui a 10 ans. ok. Et donc, il va te faire un roulement comme ça. Et donc, tu n'es jamais sûr, en fait, de... Alors, il y a des calculs, mais c'est pas comme détenir une obligation de l'État allemand sur 10 ans, la maintenir jusqu'à l'échéance, et là, tu es sûr d'être remboursé à 100. Enfin, si tu as acheté 100, que le taux est à 2,6, que l'État allemand, il n'y a pas de souci, dans 10 ans, tu auras touché 2,6 par an et l'État allemand t'aura en 100. Donc je touche 2,6, donc je touche, si j'ai mis 100 euros, je touche 2,6 euros à la fin de la première année. Ça, il me le paye de suite, le coupon. Tu le payes, voilà. Ok, mais comme il me le paye, il le capitalise pas, du coup, ça veut dire que C'est à toi de le réinvestir. Voilà, l'année d'après, j'ai encore mes 2,6. Donc j'ai 2,6 euros chaque année. Si, admettons que je ne réinvestis pas ça. Ok, donc finalement, j'ai 26 euros sur 100 euros à la fin des 10 ans. C'est ça? Et je récupère mon capital. Exact. Ok. Si j'ai rien réinvesti, hein, évidemment, c'est hors coupon réinvesti. Ok. Exactement. Et donc ça, tu as l'État allemand qui est... Enfin, le taux allemand en 10 ans, c'est le taux de référence. Et en général, une entreprise qui est en bonne santé, très bonne santé, une très bonne entreprise, une grosse entreprise. Qui? Allemande, je sais pas moi, Siemens, Ok. une grosse boîte. Imaginons, je ne connais pas la notation obligataire de crédit sur Siemens, mais imaginons qu'elle est bien notée. Si elle émet une obligation à 10 ans, du coup, on va partir du taux de l'État allemand, de 6, et on va se dire, bon, c'est quand même une entreprise, c'est moins sûr que l'État allemand. On rajoute un certain spread. Ok. Ça dépend du marché, c'est l'investisseur qui décide. Donc le spread, c'est la différence quoi, entre la base, entre Voilà. Ok. Et donc, on va dire, Siemens, aujourd'hui, se finance à 10 ans à 4%, par exemple. Ok. Voilà. Et si tu as une entreprise qui est beaucoup plus risquée que Siemens parce que c'est beaucoup plus petit, sur un marché qui n'est pas en croissance, ou enfin, je ne sais pas, où il y a des problèmes au niveau de sa santé financière, le taux d'intérêt, au lieu qu'il soit à 4, il va peut-être être à 5, 6, 7, 8%, 9%, Ok. parce que c'est une obligation qui va être bien plus risquée. Tu me parlais des risques tout à l'heure. Donc voilà, ça dépend vraiment des entreprises et des États qu'il y a derrière. Pareil, tu prends un État dont les finances sont pas très sûres, très endetté, ou tu prends la Grèce dans les années 2010, et bien là, il y avait des taux qui étaient bien plus élevés que certaines entreprises qui se comportaient très bien ailleurs. Ok. Voilà. Mais en général, on dit que les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise. Mais moins rémunératrices. Si on fait l'amalgame, voilà. De toute façon, il y a toujours ce couple rendement-risque. Plus tu vas prendre de risques et plus tu peux gagner à la sortie, mais plus ça peut te coûter aussi. Voilà, exactement. Ok. Bon, très clair sur les obligations, parce que tu vois, c'est un truc qui est pas forcément. On parle souvent d'actions, ça fait rêver tout le monde d'acheter l'action de Intel, de machin. Oui, j'ai une action Google, j'ai une action LVMH, etc. Mais au final, les obligations sont plus intéressantes, peut-être des fois aussi, en fonction du market timing ou des choses comme ça, quoi. Et En fonction des objectifs, du marché, des objectifs du en fonction marché. des taux. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir aujourd'hui une fenêtre de tir sur les obligations, Ouais. où on a une santé financière des entreprises qui est plutôt bonne et des taux quand même qui sont corrects. On a vraiment un risque qui est rémunérateur là. Parce que c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de se financer sur un marché justement plutôt qu'auprès d'une banque? En fait, quand l'entreprise devient trop grosse, la banque ne peut pas financer. Ok. Elle est obligée donc de créer des obligations et de se faire financer sur les marchés. Pourquoi? Parce que la banque n'a pas assez de cash pour prêter, du coup. Ouais, elle n'a pas à une envie de entreprise. prendre une telle position, un tel prêt sur une boîte, quoi. Ok. Donc là, elle dit non, en fait, là, il faut passer sur le marché obligataire. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'heure actuelle comme rendement annuel moyen sur les marchés financiers en ayant un portefeuille qui soit bien diversifié en matière d'allocation? Donc, c'est difficile d'anticiper, tu vois, les Ouais. performances futures des marchés. Ce qu'on peut anticiper, enfin, ce qu'on peut essayer de voir surtout, c'est comment se sont comportés les marchés financiers historiquement. Et le fait est que même dans les périodes où il y a eu des croissances faibles comme actuellement, même dans des périodes où il y a eu de l'inflation, où il y a eu des choses comme ça, les marchés financiers ont toujours retrouvé leur plus haut. Et ce qu'on disait un petit peu au début, c'est sur le long terme, il
faut voir les marchés comme une sorte de vecteur d'investissement parce que tu finances des boîtes qui créent quand même des bénéfices. Toi, en tant qu'actionnaire, tu as le droit à une partie de ces bénéfices. Et du coup, historiquement, la bourse, les actions américaines, c'est 6,6% net d'inflation. Maintenant, difficile de dire ce qui va se passer exactement. Le fait est que c'est, en tout cas, un des investissements où tu prends part à l'économie en investissant sur des boîtes, en ayant du coup une part de ces bénéfices. C'est une classe d'actifs qui est très intéressante sur le long terme. Est-ce que ça va faire plus 10% par an sur les 10 prochaines années net d'inflation, enfin brut d'inflation plutôt, ou pas? Ça, c'est très difficile à dire, tu vois. Comme le marché immobilier où c'est quand même difficile de se dire est-ce que ça va continuer de monter, est-ce que, tu vois, c'est difficile quand même de timer. Il faut voir long terme, comme partout, comme toutes les classes d'actifs, long terme. Et puis, il faut diversifier son patrimoine. Ok. Ça, c'est très important, de ne pas avoir que des actions. C'est, pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. On a parlé d'ETF, on ne l'a pas défini. Ce que je te propose, c'est de renvoyer un épisode dans lequel on le définit avec Édouard Petit, que tu dois connaître. Ouais. Voilà, donc on avait fait un épisode spécifique ETF. Donc dans la description de l'épisode, on renverra le lien de cet épisode pour vous mettre en tête ce qu'est un ETF. Parce que bon, j'ai l'impression qu'on répète souvent ce qu'est un ETF quand même. Même toi, alors toi, tu dois avoir l'impression de le répéter tous les jours, ce qu'est un ETF. Par contre, ce qu'on peut faire, j'ai une question entre... C'est quoi l'intérêt? Il y a différents types d'actions. Il y a des actions qui sont distribuantes, c'est ça, on dit? Qui versent des dividendes. Ouais, qui versent des dividendes. Et d'autres qui n'en versent pas. Je pense à Total, verse par exemple des dividendes régulièrement. Et il y a d'autres boîtes qui n'en versent absolument pas. Et du coup, j'ai l'impression que là, tu capitalises juste sur le fait qu'à la sortie, tu auras pris une plus-value. Donc c'est de la plus-value qui est latente. Alors qu'une société qui distribue du dividende, tu vas avoir un revenu qui est plus régulier. Typiquement, si je veux vivre des marchés financiers demain, c'est difficile pour moi de dire je prends des plus-values latentes dans 10 ans. Parce que comment je bouffe dans les 10 prochaines années? Tu vois, admettons, je prends une grosse somme volontairement, mais ça parle plus à tout... Enfin, non, ça parle moins peut-être à tout le monde, mais ça parle plus en termes de sous. Admettons, j'ai 1 million d'euros à placer. Okay, et si je veux vivre avec ces 1 million d'euros, que j'ai un objectif, on va dire, voilà, 30 000 euros à l'année. Tu vois, 2 500 euros par mois avant impôt, par exemple. Donc, c'est assez atteignable, tu vois, 3% net avant impôt, je pense que c'est pas déconnant, parce qu'on parle de la règle des 4% souvent, voilà. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Est-ce qu'il faut que je prenne des actions à dividendes? Est-ce qu'il faut que je prenne d'autres actions qui vont se valoriser dans le temps, que j'arbitre, je prends ma plus-value et je réinvestis? C'est quoi la bonne stratégie? Alors, il y a un mythe en bourse, c'est que les dividendes seraient un gain. Toi, tu es un entrepreneur. Tu t'es déjà versé des dividendes via ton entreprise? Très rarement. Très rarement. Mais quand tu l'as fait, tu as très bien compris que c'est pas le versement de dividendes qui t'avait enrichi. C'est à la base, ta société, elle a créé de la valeur, elle a créé des bénéfices. Oui. Puis le dividende, c'est juste un versement que tu as fait du compte de ta boîte vers C'est un ton moyen compte, de quoi. rémunération, mais au final, j'aurais pu me le verser en salaire et ça aurait rien changé. Voilà, mais c'est pas de la création de valeur. Non, oui. C'est pas le dividende qui a... Tu vois, donc si tu as une boîte, en fait... D'ailleurs, ça l'appauvrit, puisque ça lui enlève de la trésor et des capacités de développement supérieures, quoi. Exactement. Si toi, on prend une situation très simple, tu as une boîte, elle a 100 000 euros de trésorerie, elle a fait 100 000 euros cette année de bénéfices. Donc si toi, tu es actionnaire à 100% de la boîte, globalement, hein, on passe le fait de valoriser la boîte autrement ou quoi, mais globalement, tu as 100 000 euros. Pas sur ton compte bancaire à toi, mais tu as une entreprise qui a 100 000 euros sur son compte. Et l'entreprise... Fonds propres. Voilà. Et l'entreprise, elle t'appartient à 100%, donc globalement, tu as un truc qui vaut 100 000. Oui. Et si tu verses 30 000 euros, imaginons dividende, tu as un truc qui valait 100 000 maintenant qui vaut 70 000. Oui. Et tu as 30 000 euros sur ton compte bancaire à toi. Et moralité, tu as quand même encore 100 000. Oui. Et en plus, tu as payé de la fiscalité. La réalité, c'est qu'en plus, tu as payé la flat tax, éventuellement, de 30%. 3 x 3, 9, tu as 9 000 euros qui sont partis. En fait, tu t'es appauvri de 9 000 euros ici. Ouais. En fait, sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. C'est quand tu es actionnaire d'une boîte, tu la détiens. Tu détiens une partie au prorata du nombre d'actions que tu détiens. Mais donc, du coup, quand une entreprise te verse des dividendes, elle s'appauvrit du montant qu'elle te verse. Et les marchés financiers sont bien faits pour ça. Si Total cote à 30 euros, qu'elle te verse 3 euros de dividendes, elle cote maintenant à 27. Et toi, tu viens de récupérer 3. Oui. Moins la fiscalité, tu viens de récupérer 3 x 3, 9, 2,10 euros. C'est ce qu'on appelle le fait de détacher un dividende. Exactement. Ça détache et donc tu baisses la valorisation de l'action d'autant. Exactement. Et donc ça fait des années qu'on l'a montré. Des papiers qui sont sortis dans les années 60. Un chercheur qui s'appelle Modigliani qui a montré ça. Il a un nom de peintre, lui. Peintre italien. Et puis surtout, aujourd'hui, on a les marchés financiers qui sont très efficaces dans ça. J'ai pas envie de dire efficient parce qu'après, il y en a qui comprennent pas cette notion d'efficience. Mais si Total te verse 3 euros, imagine le prix reste à 30. Tout le monde achèterait Total à 30, récupérer les 3 euros et revendrait à 30. Et tu te fais 3 euros de bénéf et c'est de l'argent facile. Ça n'existe pas, l'argent facile. C'est juste. Exactement. Bref, tout ça pour dire que les dividendes ne sont pas vraiment un revenu. Mais, je suis désolé, parce que c'est pour pas oublier, on reprend l'exemple de 30 euros. Je prends mes 3 euros.
mon patrimoine ne vaut plus que 27 plus 3 en liquidité. Alors qu'avant, il valait 30, mais en full bloqué, on va dire. Ok. Donc là, je récupère 3 en liquidité. Exact. Donc la ventilation de mon patrimoine est quand même différente. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des liquidités, de l'autre côté, j'ai 27. Mais si je revends jamais, et que la boîte, pendant 10 ans, elle paye des dividendes tous les ans, moi, ça me fait quand même un revenu récurrent. Et en fait, cette perte, comme on dit, pas vendue, pas perdue, cette perte, finalement, elle n'est que sur la valeur brute de mon patrimoine qui, elle, finalement, aura été quasi flat dans le temps si la boîte ne se valorise pas. On est d'accord, puisqu'à chaque fois, c'est un jeu d'équilibre. Parce que finalement, comme la boîte se valorise, ça remonte un peu, ça redétache, ça rééquilibre à chaque fois. Ouais. Donc ça veut dire que moi, ma valeur de patrimoine, c'est la même, sauf que d'un côté, j'ai pu jouir de ces liquidités. Et d'un autre côté, si j'ai que des actions qui ne distribuent pas de dividendes, je ne peux pas en jouir tant que je n'ai pas vendu. C'est ça ? Tu peux vendre une partie si tu veux. Toute chose égale par ailleurs, si la boîte elle vaut 30 et elle verse pas de dividendes, l'année prochaine elle vaut 33. Oui. Après elle vaut 36, 39. Toute chose égale par ailleurs, en fait, tu as gagné le même montant. Donc je peux revendre quand je veux et choisir finalement le montant de ma rémunération en fonction de ça et le momentum aussi de ma rémunération. Voilà. Et là où c'est assez incroyable fiscalement, c'est que quand tu vends, tu es imposé à la flat tax, imaginons, on enlève le barème progressif, mais tu es imposé à la flat tax que sur la partie que tu as réalisée en plus-value. Oui. Si tu vends 3 euros de ta ligne totale sur laquelle tu n'as pas de plus-value, tu n'as pas de fiscalité. Ok. Si tu as fait 10% de plus-value, tu as 30% de 10%, tu as 3% de fiscalité. Alors que dès qu'il y a un dividende qui est versé, c'est 30% du montant total. C'est une grosse optimisation fiscale. Au lieu de toucher les dividendes, vendre une petite partie. Attends, ça m'intéresse là, ça m'a allumé une partie du cerveau. Du coup, je reprends un exemple. 1 million d'euros. J'ai un petit actionnaire total. J'ai 1 million d'euros d'actions totales. J'achète 1 million d'euros, on va dire 1 million égale 1 million d'actions à 1 euro. Plus facile pour... ok, donc j'ai 1 million d'actions à 1 euro. Demain, elles valent 2 millions. Elles ont doublé. Dans 10 ans, elles valent 2 millions. Yes. Enfin, en tout cas, au moment où je vends, 2 millions. Mais par contre, moi, je ne vends que, on va dire, l'équivalent de 500 000 euros sur ces 2 millions. Donc, je vends la moitié de ma plus-value. Et donc là, tu veux dire que si je retire ça, je ne paye pas encore de plus-value au départ parce qu'il faudrait que je solde tout pour pouvoir payer de la plus-value ? Non, c'est pas ça. Non, tu es en train de retirer de l'argent sur un montant où tu as fait 50% de versement et 50% de gain. Parce que tu as versé 1 million et tu as donc gagné. le ratio, je le garde en fait. Le ratio, tu vas le garder. Jusqu'au bout, ok. Et donc, au lieu de payer de la plus-value au lieu de payer de l'imposition sur 500 000 euros, ce qui serait le cas si tu touchais un dividende de 500 000 euros, tu paierais 30% de 500 000. Là, tu vas payer 30% de 250 000. Ok. Tu vas payer 2 fois moins Parce que ma plus-value est x2, donc du coup, je garde, peu importe ce que je retire, enfin ce que je vends, je garde la même proportion de plus-value que je vende 500 ou que je vende 100 000. Ok. Exactement. Ok, clair. Et donc là, les auditeurs qui nous écoutent, ils vont sûrement, c'est un pléonasme que j'ai fait, mais ils vont sûrement se dire, ouais, mais attends, il n'y a pas d'intérêt composé si tu touches pas des dividendes. Les dividendes, enfin, pour faire des intérêts composés, il faut des dividendes. Ils vont aussi se dire, oui, mais Mathieu, si je touche des dividendes, enfin, ce que tu as dit au début, tu vois, l'action totale, regarde, depuis le début, elle vaut, je sais pas, depuis 10 ans, elle vaut 30. Regarde, elle verse plein de dividendes, pourtant son prix restait le même. Donc, ce que dit Julien, c'est vrai, ou des choses comme ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de contre-arguments après qui se lèvent souvent. Ouais. Et en les prenant un à un, on peut les démonter. Hein. Mais il y aura toujours, je pense, ce mythe autour du dividende qui va rester parce que psychologiquement, oui, c'est super, c'est super sexy de se dire ça. Non, mais après, attends, mathématiquement, ça a du sens. Enfin, intuitivement, je me dis, ok, j'ai 30, je récupère 3. Donc, du coup, j'ai plus que 27 parce que le dividende a été détaché. Même si je réinvestis ces 3-là, du coup, au final, j'ai 30, quoi. Comme au début. Donc, même si je le réinvestis, ça va recapitaliser, mais que sur 30. Donc, en fait, sur la même somme qu'avant le versement. Et en plus, si je récupère 3, je ne vais pas réinjecter 3, je vais réinjecter 2,10 parce que j'aurais payé de la flat tax. Exactement. Donc, finalement, c'est même moins intéressant, comme tu le dis, que de le laisser dessus. Exactement. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir une vision plus long-termiste. Tu vois ? Parce que j'ai l'impression que ce qui attire les gens qui ont des actions à dividendes, c'est ce côté revenu. Oui, à très court terme. Ouais, exactement. Tu vois, de suite, tac, je mets 10 000, hop, j'ai un revenu, ok, j'ai des dividendes, ça m'arrondit fin de mois, ça me paye des restos, tu vois. Exact. Effectivement, si tu les laisses, ça te paie pas les restos parce que ça continue de grossir ton patrimoine. En fait, c'est un peu comme l'immobilier, je fais le parallèle parce que c'est un podcast très immo quand même. Quand tu as un gros patrimoine avec beaucoup de dettes, ça t'enrichit pas instantanément, ça t'enrichit à terme parce que quand tu seras net de dettes, c'est là où tu vas avoir la puissance de l'immobilier. Mais c'est pas en prenant 30 euros de cash flow par mois sur 3 apparts que ça va te changer la vie. Par contre, ta vie, elle sera changée dans 10-15 ans quand tu auras remboursé 60% de ton crédit, quoi. C'est exactement ça. Et aussi, il y a un truc un peu similaire aussi avec les biens à rendement et les biens patrimoniaux. Oui.
Et avec l'enrichissement latent que tu expliques très bien, Que j'ai inventé, attention. que tu as J'ai inventé. inventé. Tu tapes enrichissement latent sur Google, il n'y a que moi. Que toi, moi j'ai entendu ça aussi à ton séminaire, donc je sais pas, effectivement, moi ça vient de Non, je toi. dis ça parce que l'autre fois, il y a un mec qui a essayé de me le piquer, c'est pour ça. Ça m'a vexé. Ben, c'est un peu pareil. Tu as des actions qui vont être, par exemple, Amazon, Google, l'action de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui n'ont jamais versé de dividendes. C'est un petit peu les investissements patrimoniaux, si je fais Ouais. l'analogie un peu avec l'immobilier. Versus des actions, et donc, attends, juste avant, Amazon, Google, Berkshire Hathaway, des boîtes qui ont explosé en bourse, hein, Je connais pas. sans verser de dividendes. Versus des boîtes à haut rendement, tu vois, qui vont te verser 10% par an. Et ça, c'est plus des investissements en immobilier à rendement, Ouais. où les gars, ils vont chercher des biens un peu plus Ouais, pourris. ouais, mais clairement. psychologiquement, ça rassure d'avoir des gros loyers. Ou... Enfin, même, ça peut être intéressant en immobilier, je dis pas le contraire. En bourse, c'est quand même moins intéressant quand même parce que, en général, si tu prends quand même 10% de dividendes sur un compte titre et que tu prends 30% de flat tax, Ouais. ça, vraiment, pour contrer ce 3% de performance en moins, c'est difficile. Oui. C'est très très difficile de sélectionner des très bonnes actions pour réussir à faire ça. Déjà, de base, sélectionner des très bonnes actions pour faire mieux que le marché, c'est quasi impossible. C'est sur quoi le long d'ailleurs terme. la stat? Parce que j'entends souvent de trucs un peu différents. C'est quoi la stat que tu as toi en tête des traders qui battent le marché par exemple? Alors, il y a des traders et il y a des investisseurs. Déjà, les traders qui font vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec l'investisseur particulier qui va sélectionner ses actions. Je pense notamment à un trader très connu qui s'appelle Jim Simmons, qui a un fonds qui s'appelle Medallion. Et lui, il gagne de l'argent, non pas en investissant sur les actions sur le long terme, mais grâce à des armées d'intelligence artificielle, de statisticiens, des mecs qui vont trouver des anomalies dans des marchés hyper exotiques, qui vont peut-être faire des va-et-vient très rapides. Et voilà, donc lui, il gagne 60% par an Ah ouais, depuis la création du fonds. c'est fou. C'est un truc fou, mais c'est un truc C'est pas son inatteignable. fonds à lui en plus. C'est pas son fonds à lui. C'est son fonds Médaillon. Ah, c'est son fonds à lui. C'est son fonds à lui, Ok, ok. Médaillon, qui est fermé d'ailleurs. Tu peux pas y investir dessus parce qu'en fait, ils vont dans des marchés qui sont exotiques et du coup, il n'y a pas assez de profondeur Ouais. pour qu'il y ait plus d'argent. Eh oui, oui. Ok. Et donc, ce fonds-là, il fait un truc que moi, toi, tous les gens qui nous écoutent pourront jamais faire ça, sauf si tu as une boîte avec des génies de la finance. Et encore, même si tu as ça, c'est très dur d'y arriver. Hein. C'est vraiment une exception dans le marché. Donc ça, c'est un peu les traders. Enfin voilà, donc ça, c'est une exception. J'ai pas vraiment la stat de à quel point les traders professionnels arrivent ou pas. En tout cas, sur les particuliers, ça c'est l'AMF qui a fait une étude sur ça. 89% des traders particuliers qui faisaient sur du Forex, Forex, c'est du marché financier sur la devise. Hein. sur les devises. Donc, j'échange de l'euro contre du dollar. Ou, Voilà, ok, exactement. du yen. Machin, ok. Et donc la stat, c'est que sur cette étude-là, 89% des investisseurs particuliers, des traders particuliers, non pas ont fait moins bien que le marché, ont perdu de l'argent. Ah ouais. Parce que le marché Forex, c'est quoi la moyenne d'ailleurs annuelle à peu près? Sur le long terme, c'est flat. Hein. Ouais, C'est ok. flat. Ouais, C'est pas un marché qui va générer du rendement. Ouais, ok. Donc globalement, voilà, c'est puis surtout pour pour trader sur du forex, tu utilises des produits dérivés qui vont être très souvent avec des frais associés, etc. Il y a beaucoup qui ont surfé sur cette vague, j'ai l'impression, là, ou je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas pendant le Covid, là, beaucoup qui ont surfé sur cette vague Forex, je vous vends une formation, un truc, ou des outils pour trader automatiquement sur le Forex. Ouais, c'est ça. Donc en gros, sur le forex, en fait, tu peux pas, sauf si tu mets ton argent dans une certaine devise, ce serait ça le truc long terme, mais sinon c'est que du court terme en fait sur le forex. Ok. Et quand je dis c'est flat, je parlais surtout de l'euro-dollar, qui sur le très long terme, globalement, c'est un pouillème du marché, quoi. Par rapport au marché action, c'est pas ça du tout qui va driver la performance. Ok. Voilà, et donc ça c'est la stat. Ensuite sur donc 89% des traders particuliers dans cette étude ont perdu de l'argent. Ensuite sur les investisseurs, donc les gens qui vraiment achètent des actions à long terme et essayent de faire mieux qu'un simple ETF sur le long terme. Là la statistique, elle est quand même assez effarante, c'est que c'est 97% des fonds professionnels qui essayent de battre le marché, qui essayent de battre le S&P 500 sur 20 ans, échouent. Et on parle de professionnels, donc de gens dont qui c'est le métier, qui ont souvent toute une équipe derrière, de faire mieux que le marché. Ouais. Et c'est pour ça que je disais au début que nous, on essaie d'être assez humble sur le marché financier parce que si 97% des pros sur le long terme, sur 20 ans, n'arrivent pas à battre le marché, c'est quand même, il y a une anomalie. Et ça peut s'expliquer, il y a plusieurs raisons, peut-être qu'on aura le temps de les évoquer. Et pour les particuliers, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en général, les particuliers, ils ont un lag de performance autour de 3,5% de performance par an en moins. 3,5 points de pourcentage. Ouais, 3,5 points de pourcentage. Donc si le marché fait 10, eux ils font 6,5 quoi. exactement. Ok. En se faisant chier. En se faisant un peu chier. Et surtout, le pire, c'est que avec les intérêts composés, ça représente des sommes qui sont colossales sur le long terme. Tu prends un simple simulateur d'intérêts composés, tu mets sur 20 ans, sur 25 ans, 6,5 versus 10%. Eh oui, oui. Quand ça s'empile, le temps est ton ami là. Exactement. Oui, alors du coup, dans les raisons, globalement, il y a
4-5 raisons fondamentales. Pour les particuliers, notamment, première raison, c'est qu'ils font trop de changements, trop d'arbitrage. Donc, ils vendent pour acheter autre chose de manière trop récurrente. En moyenne, c'est 75% de rotation de portefeuille par an. Ah ouais. Ce qui est énorme. Donc, deuxième et troisième point, globalement, c'est ensuite trop de frais et pas assez d'optimisation fiscale. Tout ça, ça va ensemble, c'est presque le même point en fait. Ensuite, il y a un gros problème aussi, c'est que les marchés financiers sont répartis, les actions en bourse sont réparties de manière asymétrique en termes de rendement. Ça veut dire que tu as 22% des actions qui font mieux que le marché et tu as 78% qui font moins bien que le marché. Okay. Et en fait, les 22%, ils ont une performance telle et tu as surtout un gros tail, enfin je sais pas comment on dit, dans ces 22%, il y a une partie qui fait genre plus 1000, plus 10 000% sur 20 ans. Et c'est eux en fait qui vont driver la performance. Et eux, ces entreprises-là, elles sont tellement peu nombreuses et souvent elles sont pas connues parce que tu t'imagines bien que c'est pas Apple aujourd'hui qui va faire plus 10 000%. C'est sûr. Ça serait incroyable, enfin ça serait impossible en fait en termes de valorisation. Et puis je pense que les autorités viendraient chez Apple et diraient on a un État dans l'État, c'est fini là. Ouais, c'est clair. Bref. Et en fait, ces entreprises-là, souvent, elles sont pas très connues du grand public. Elles sont très difficiles à choper. Et très souvent, ceux qui font du stock picking, donc ils vont essayer de créer leur propre portefeuille, ils vont passer à côté de ça. Alors que si tu es bien diversifié, tu les as en portefeuille. Tu n'as pas beaucoup, évidemment. Dans un ETF par-ci par-là, tu arrives à en avoir une partie. Tu les as forcément vu que tu as tout le marché normalement. Okay. Et c'est eux qui vont driver vraiment ta performance. Et c'est ce que font les mecs dans l'art. Dans l'art, les mecs, ils font quoi? Ils achètent plein de tableaux, puis ils voient dans X années, ce tableau, il a pris de la valeur. Et c'est ça qui va driver la performance du fonds dans l'art, grâce à quelques tableaux qui vont complètement exploser. À la base, ils achètent plein de tableaux. Et en fait, on fait pareil en bourse. Voilà, donc ça, c'est une autre raison de la sous-performance des particuliers, donc l'asymétrie des rendements entre les actions en bourse. Voilà, globalement, ça, c'est les raisons principales. Ouais. Bon, ben merci beaucoup Mathieu, parce que vraiment, je savais pas trop de quoi on allait parler, je t'avoue, comme souvent quand je démarre un épisode. C'était hyper intéressant. Non seulement ça a répondu à plein de questions que j'avais, tu vois, et qui me rendaient un peu ignare en la matière, donc je me coucherai beaucoup moins con ce soir. Les auditeurs devront attendre qu'on diffuse pour eux se coucher moins con, tu vois, le soir de la diffusion ou de l'écoute de l'épisode. Par contre, bon, il y a plein de sujets qu'on n'a pas vus. Forcément. Bon, on n'a pas de l'ETF, on a survolé, on n'a pas parlé de PEA, on n'a pas parlé de compte titre, on n'a pas parlé d'assurance vie, on n'a pas parlé de fiscalité, on n'a pas parlé de tout ça. Donc on refera peut-être des épisodes si tu veux bien là-dessus, tu vois, pour apporter aussi ton expertise et ta valeur, notamment sur des raisons fiscales, parce qu'on entend beaucoup l'assurance vie, 8 ans, le PEA, 5 ans, nanani, c'est bien, c'est pas bien. En plus, il y a un sacré amalgame là-dessus, je trouve. Enfin, pas un amalgame, mais plutôt une mauvaise compréhension de ah ouais, c'est trop bien parce qu'après c'est défiscalisé, je paye pas d'impôts, mais c'est pas vrai parce qu'il y a toujours des cotisations sociales au final, donc souvent à payer. Il y a les prélèvements sociaux qui restent. Ouais. Pardon, pas des cotisations, je suis un peu formaté employeur et tout, mais des prélèvements sociaux, ouais, c'est ça, donc CSG, CRDS notamment à payer, voilà, et ça pèse quand même 17,2 souvent, donc finalement c'est pas rien à payer. Et les gens oublient souvent et les gens pensent qu'il y a un seul impôt, mais en fait il y a plein d'impôts dans l'impôt et plein de cotisations, plein de prélèvements, et donc finalement passer d'une flat tax à 30 à 17,2, c'est pas gommer l'imposition entre guillemets. C'est pas gommer, ouais. Voilà, ouais. Par contre, on parlait des dividendes, juste un petit point. Oui. Du coup, si tu touches des dividendes sur PEA ou sur assurance vie ou sur PER, des enveloppes fiscalement avantageuses et capitalisantes, t'es pas imposé à chaque dividende, tu vois. T'es imposé que quand tu retires. Oui, quand tu retires. Et ça fait une grosse différence par contre. Oui. Et si tu le gardes suffisamment longtemps, du coup, t'es pas imposé sur la partie impôt sur le revenu, mais que sur les prélèvements sociaux. Enfin, exactement. C'est pas vraiment de l'impôt, le prélèvement sociaux, mais le français le considérera tel quel, puisque c'est quand même de l'argent qu'on lui enlève. Quand tu prends 100 et qu'on t'en garde 17,2, t'as l'impression quand même que t'as payé quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, t'as payé ton médecin, t'as payé ton hospitalisation future, t'as payé tout ça, en fait, dans les prélèvements sociaux. Voilà. Oui, et puis c'est des prélèvements qui te donnent pas toi de droit, tu vois. Oui. Tu cotises pour rien pour toi vraiment. Donc 30% ou 17,2, peu importe où ça va, globalement pour l'investisseur, c'est le résultat est à peu près le même, quoi. C'est vrai. Mais c'est complexe, la fiscalité, c'est complexe. On pourrait en parler des heures et le fonctionnement macroéconomique d'un pays avec justement, voilà, je prélève et je redonne, dans un État qui est très distribuant comme le nôtre et très social. C'est assez complexe. On va pas parler de ça parce que ça mêle un peu tout, politique et compagnie. Mais merci encore Mathieu. Est-ce que, alors moi j'ai une question quand même, c'est comment on peut s'abonner à la chaîne? Ça c'est assez simple, hein. On va sur YouTube, s'investir, et puis on clique sur le bouton je m'abonne. Je sais pas comment ça c'est. S'abonner, je m'abonne. S'abonner, c'est gratuit. Voilà. Pourquoi toujours les youtubeurs ils disent laissez-moi un pouce bleu? C'est bleu le pouce sur YouTube? Avant il était bleu. Je crois que maintenant il est juste blanc, gris, non? Enfin ouais, ok, c'est monochrome, j'ai il est l'impression. peut-être bleu, je sais pas. Il me semble avoir des vidéos laisser un pouce bleu, j'ai jamais vu un pouce bleu, alors c'est pour ça que je me suis dit Avant il était bleu et avant il y avait les pouces rouges aussi. Ah ouais. T'as encore les pouces rouges mais t'as plus le compteur. Ok. Aujourd'hui.
Et pouce t'as plus rouge, la c'est couleur, quoi? je pense Pouce aussi. rouge, c'est parce que c'était négatif? Ouais, c'est Ah négatif. ouais, ok. Donc le bleu, c'est pour ça qu'ils disaient Le bleu. bleu, si voilà, c'était- c'est ça. Le bleu, ok, c'est positif ok. et le rouge, c'est Ils négatif. auraient pu mettre vert et rouge, c'était plus. Ok. D'accord, donc on peut s'abonner à ta chaîne, on peut te suivre sur Instagram, s'investir aussi. Ouais, s'investir, tirer du bas. Tirer du bas, underscore. Alors attention à tirer du bas. Attention, parce que si tu dis ça à un jeune de 15 ans, tirer du bas, il sait pas ce que c'est un clavier lui, hein. Il a tout sur le téléphone, tu vois. C'est underscore, il faut dire? Tirer du bas, c'est, tu vois, c'est un peu. Non, il connaît quand même. Ah non, pardon. Non, tirer du bas, ça va. C'est les gens qui disent tirer du 8. Tu vois. Ah, voilà, Tirer du 8. Tirer du 6 ou tirer du 8. Quand t'as pas de clavier et que t'as un téléphone, tu Ouais. sais pas ce que c'est en fait, tu vois. Et Ouais, du moi, coup, je dis tirer à du mon bas. fils tirer du 6, il me dit quoi tirer du 6? C'est quoi ça tirer du 6? Donc ok. Appelons ça underscore, ça s'appelle comme ça. Yes. Ok, donc s'investir. Ah ouais, c'était pas dispo. Le nickname. C'était pas dispo, c'était il y a 3 ans hein, quand j'ai commencé l'Instagram, mais c'était un truc de tir à l'arc. Ça C'est quoi le rapport? S'invest, tire et tire. S'invest. C'est une ville Ouais. ou quoi, s'invest? Je sais pas. Ah ouais, C'est juste un jeu de mots, je pense, avec tir à la fin. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Et c'est actif ça, tu sais pas, t'as pas regardé parce que Je leur ai envoyé un message. Je leur ai dit, les gars, ça vous dit, on échange. Ouais, ça vaudrait le coup de les signaler en spam. C'est ça. Signaler tous, signaler la page s'investir en spam. Et comme ça, on va récupérer le nickname. Et en termes de nom de domaine, votre site, s'investir.fr. C'est ça, ouais. Ok, t'as le .com aussi? Non. Il était pas dispo? Le Tu vois, point t'as .fr tu nous l'as pas suffit, verrouillé. hein. Tu l'as pas verrouillé. C'est pas bon, faut qu'on parle de Attends, branding. Hein. Faut Faut parle que de j'aille le branding. choper avant que Ouais. le podcast shop. Il y en a un qui va l'acheter, il va te le revendre après. C'est Donc, ça. tu sais que j'ai fait un peu cette activité, parmi mes multiples activités, j'ai fait du domain mining un peu justement à l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'ai acheté des noms de domaine et j'ai essayé de les revendre sur le second marché plus cher à des gens. Ok. Donc c'était. Ouais. Alors, on me l'achète pas du coup. Ouais, moi j'achète, j'avais tes noms comme ça. D'ailleurs, j'ai quoi? J'ai Toulouse Invest, un truc comme ça. Et il y a un site du coup de la mairie de Toulouse qui promeut l'investissement à Toulouse, tu vois, qui a un truc pareil à Toulouse Invest. Et je crois qu'ils ont été obligés d'acheter celui avec le tiret ou autre, un truc, parce que du coup j'avais déjà l'autre, mais ils n'ont pas voulu me le racheter l'autre. Ah, ils voulaient pas? Non. T'étais trop cher. Donc non, mais ça les intéressait pas. Voilà. Ok. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la notion de branding, de marque, tu vois, c'est important de tout maîtriser. oui. Quand même. Bref, on a dévié, mais c'est comme ça. Donc on a dit YouTube, Instagram, site internet, Ouais, c'est déjà bien. Hein. c'est pas mal, hein, ok. TikTok, tu fais du TikTok un peu ou pas? Voilà, j'allais dire, je suis sur d'autres réseaux, mais vraiment, je suis pas actif, quoi. Twitter, Ouais. TikTok, LinkedIn, pour l'instant. Pas trop actif. Rien du tout. C'est du taf, hein. Mais LinkedIn, ça va venir. Ouais. C'est vraiment du taf quand même. Ouais. Tous ces réseaux-là, Ah animés, ouais. surtout que tu animes souvent, tu publies quand même du contenu, une vidéo par semaine. Ouais. Plus les réels sur Insta issus des vidéos, j'imagine. Donc, Ouais, du exactement. coup, avec des publications régulières. Allez vous abonner. T'en as combien d'abonnés là? Sur YouTube, on doit être à 96 000. C'est pas mal ça. Tu vas C'est faire très un bien. truc pour les 100 000 ou pas? Tu vas faire un truc? Ah, Tu nous invites à une soirée pour les avec, 100 000? avec mes proches, je pense. Est-ce Non, que tu non, reçois ouais. toujours le truc là? Il y a YouTube, ils Ouais, envoient ouais, toujours ouais. des trucs, ouais? Ouais, à 100 000, ouais. À 100 000. À 100 000 et à 1 million. Ok. Ça c'est rémunérateur un peu quand même la Partie YouTube? La partie YouTube, ouais. Ouais, un peu quand même. Ouais. On fait 200 000 vues par mois Ouais. et on touche autour de 1500, 1600 euros par Ok. mois. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Ouais, ça paye le montage des vidéos, le truc, enfin un peu de temps investi quoi. C'est ça. Après, nous, notre niche investissement, elle est plus rémunératrice que d'autres niches. Tu vois. Ah ouais, ok, c'est par catégorie comme ça, Ouais. comme l'affiliation, ok. Exactement. Ah ouais. Et le pire, c'est quand je fais du tout public où du coup les annonceurs ils savent pas trop quoi cibler. Et là, tu touches encore moins. Tu vois, les youtubeurs, les plus gros youtubeurs, enfin, moi je touche du 7 à 8 euros pour 1000 vues. Ok, Les plus gros youtubeurs ils touchent autour de 1 euro, 1,50 € pour 1000 vues. ok. Mais évidemment, ils font beaucoup plus de vues. Bon, du volume, ouais, ok. Et Insta, t'as combien d'abonnés? 25? On a ouais, 25 000, comme ça, je crois. Ouais, 25, Mm. ok. Ça me fait rêver, moi. J'en ai 10 fois moins. Je galère, là. À chaque fois que j'ai un nouvel abonné, je sais comment il s'appelle et je vais sur son profil et tout, tellement c'est rare. Ouais, Vous abonnez à ma page, les gars. Hein. Je partage tous les trucs tous les jours. En plus, ça me prend un temps monstrueux de publier ça. Donc voilà, ok. Bon, merci encore, Mathieu. Très intéressant. On va se refaire des épisodes peut-être plus techniques aussi. Voilà, on rentrera dans quelques détails pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et puis, allez vous abonner parce qu'il a pas assez d'abonnés. Aider Mathieu à atteindre les 100 000 avant la fin de l'année. Il reste pas beaucoup de temps, hein, quelques semaines, même pas, je sais pas quand Ouais. est-ce que va être diffusé l'épisode, mais quelques semaines ou quelques jours. Donc c'est un gros challenge quand même, ça, 100 000 avant la fin de l'année, c'est chaud. Hein, je pense. c'est chaud, ouais. Ouais. C'est... Je sais pas quel est le rythme, mais Ouais, je crois que
Prévision, c'est 31 décembre, on doit être à 99 000 en fait. Ah, peut-être. Allez, allez-y. Allez-y, tous. Désabonnez-vous après, c'est pas grave. Mais allez-y au moins, allez-y. Ok, merci encore à tous d'être là aussi. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, mais bien moins nombreux que sur la chaîne YouTube de Mathieu et sur sa page Instagram à nous écouter tous les mois. Mais bon, écoutez, on est là, on est avec Pourtant, il l'équipe. y a plus de valeur, non? Je sais pas s'il y a plus de valeur que sur la chaîne de Mathieu. Je pense pas, en tout cas, en ce qui concerne les marchés financiers, c'est clair que non. Sur la partie IMO, clairement oui, c'est sûr, parce qu'il y en a pas du tout sur la chaîne de Mathieu. Mais voilà, en tout cas, partagez cet épisode autour de vous. C'était un épisode très intéressant que j'ai beaucoup aimé enregistrer, Mathieu, avec toi. Eh bien, c'est partagé. Et merci à toi encore. Et puis laissez-nous un avis du coup sur cet épisode, sur le podcast de manière générale. Et puis allez mettre des pouces bleus qui sont gris sur YouTube de Mathieu. À très vite. Merci. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.